Alors, en premier lieu, je voudrais chaleureusement remercier Jérôme, Isabelle, Virginie pour cette invitation. Les remercier d'autant plus que le Lautaret n'est pas, à l'heure actuelle, oscarisé. Donc nous ne faisons pas partie de l'infrastructure qui vient d'être décrite. Peut-être que ça adviendra dans un futur proche. Je voudrais dire aussi que je n'ai pas, dans cet exposé, l'intention de vous faire un catalogue des variables que nous mesurons, celles que nous ne mesurons pas. Je vous parlerai très très peu de sciences finalement. Je vais essayer d'articuler en fait cet exposé autour de ce qui, de mon point de vue, fait vraiment l'originalité de ces observatoires et en quoi ils diffèrent de laboratoires que l'on peut trouver sur les campus universitaires. Donc je voudrais procéder en 3 temps. Donc là, pour le premier temps, c'est la commande de Jérôme. Donc expliquer un peu la trajectoire de cet observatoire, ce dont nous avons hérité en quelque sorte, et déjà identifier un certain nombre d'invariants, des traits caractéristiques de ces observatoires qu'on retrouve en fait au fil des décennies, pour ne pas dire des siècles. Ensuite, je voudrais montrer un peu la démarche, alors effectivement, que l'on appelle intertransdisciplinaire. Donc, j'ai nommé cette partie un lieu pour faire connaissance, en reprenant une expression très heureuse de mon point de vue d'Isabelle Arpin et Anne Segert. Faire connaissance au sens où on produit de la connaissance, et faire connaissance au sens où on fait des rencontres étonnantes parfois dans ces observatoires. Donc ce double sens de faire connaissance. Et puis dans un troisième temps, beaucoup plus aventureux de mon point de vue, surtout devant d'éminents collègues de sciences sociales et humaines, essayer de décrire un peu pourquoi cet observatoire, pour le qualifier d'un lieu autre. D'accord ? Et encore une fois, essayer de le distinguer d'autres lieux académiques que l'on trouve notamment dans les campus et on va dire dans les vallées, pour ce qui me concerne, pour contraster avec le Lautaret. Alors, voilà mes 3 temps. Je vais essayer de tenir donc Jérôme en 1 heure, c'est ça? Et il faudra me faire un signal peut-être, parce que j'ai tendance à être bavard, si je déborde. Je vais essayer d'être un peu équilibré sur les 3 parties. Alors, pour commencer, je me permets de remonter assez loin au Moyen-Âge, avec 2 cartes qui vous montrent la géographie de la France à gauche, au XIVe siècle, et à droite, un zoom sur la province du Dauphiné. Le Dauphiné a été rattaché à la France assez récemment, donc au XIVe siècle, et c'était une terre, peut-être l'est toujours, une terre de confins, le confin du royaume de France, qui était limitrophe du duché de Savoie. Il y a toujours eu beaucoup de conflits entre la province du Dauphiné et les Savoyards. Donc peut-être que ça, c'est un trait qui persiste encore jusqu'à nos jours, des conflits plus pacifiques, certes, mais quand même. Donc c'est une terre de confins, ce sont des lieux vus comme inhospitaliers pour le royaume, parce que situés en montagne, et parce que, encore une fois, assez proche, enfin on va dire limitrophe de l'ennemi, d'une certaine façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une terre, enfin un territoire d'escartons et de pharanges. Alors, que veulent dire ces 2 mots? En fait, il s'agit de communautés rurales affranchies, au sens où on leur a octroyé des privilèges, notamment les privilèges de pouvoir lever l'impôt elles-mêmes. Et d'une certaine façon, le royaume de France s'est démis des impôts qu'il levait sur ces communautés. Il y avait énormément d'impôts et de taxes, vous avez tous entendu parler. Et donc ces communautés s'administraient d'une certaine façon elles-mêmes. C'était donnant-donnant, puisqu'on attendait d'elles qu'elles puissent surveiller un peu les frontières du royaume. Et on attendait aussi de ces communautés qu'elles puissent aider le franchissement des Alpes. Ça, c'est un deuxième point, c'est que c'est une région de cols, de très grands cols, qui ne sont pas seulement célèbres
pour le Tour de France, hein, le col du Lautaret, le col du Galibier, le col du Montgenèvre, le col Agnel. Mais ce sont des points de passage un peu obligés des Alpes, et de tout temps, il y a eu toute une activité, toute une économie autour du franchissement des cols. Donc là, c'est une image d'Hannibal, hein, qui cherche à traverser les Alpes, peut-être en passant par le col du Montgenèvre. Donc on est vraiment sur dans ces territoires. Et encore une fois, on avait besoin, un besoin impérieux de l'aide des communautés locales pour franchir ces cols, pour traverser les Alpes, d'autant plus à l'époque Moyen-Âge dont je vous ai parlé, qu'en fait il y avait la papauté qui était installée en Avignon et il y avait beaucoup d'échanges entre l'Italie et la papauté en Avignon, et ça passait par les cols. Et donc il y a toute une activité de commerce, de transactions liées à ces passages, en plus de l'activité agricole. Mais en fait, si l'objectif était de s'enrichir, à l'époque, il valait mieux être dans le commerce et la transaction que dans l'agriculture, évidemment. Donc ça, c'est un trait assez caractéristique qu'on retrouve encore maintenant, puisque si vous avez eu l'occasion, alors je ne parle pas du Tour de France, mais l'occasion de vous balader un petit peu dans ces secteurs, on voit des écriteaux grandes routes des Alpes, on voit des hordes de motards, de voitures, de collections, etc., qui font la route des Alpes, comme Hannibal avait essayé de le faire il y a quelques siècles. Alors, cette montagne, elle a été réinventée au XIXe siècle, au sens où on a une période où les moyens de communication se sont développés, où les routes, l'accessibilité de la montagne s'est considérablement améliorée. Le passage des cols était moins périlleux qu'il ne l'était avant. Et donc, avec le capitalisme, hein, et l'avènement d'une bourgeoisie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émergence de voyages d'agrément, où les gens allaient en montagne pour voir la montagne, pour s'immerger dans une autre nature, dans un autre lieu. Et c'est ce concept important, à mon avis, qu'on appelle les Alpes pittoresques. Alors c'est une carte postale de l'époque, où vraiment on faisait ce voyage pour découvrir un autre monde. Et ça, c'est on va dire, une réinvention de la montagne par cette société, en l'occurrence société bourgeoise. En lien avec ça, il y a un certain nombre de visionnaires qui ont compris qu'il fallait équiper cette montagne d'infrastructures touristiques pour pouvoir accueillir ces nouveaux pèlerins, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé au Lautaret, puisque très tôt, à la fin du XIXe, a été construit un luxueux hôtel qui est toujours en place au col du Lautaret, par un sieur qui s'appelait le sieur Bonabel, qui venait du Champsaur, et donc qui a eu cette vision du développement de l'activité touristique, en fait, pour employer des mots actuels, sur le col du Lautaret. Donc on a ici des images et des cartes postales de ces voyages, de ces excursions, les gens qui venaient de Grenoble, de Briançon, et qui passaient une journée ou deux à la montagne. Et en lien avec ça, et de manière très concomitante, et c'est presque une co-construction, on va dire, il y a eu le développement de jardins botaniques au niveau de ce col, du Lautaret, mais aussi dans d'autres lieux dans les Alpes. L'idée de pouvoir faire pousser des plantes d'altitude, de pouvoir les montrer au public, éventuellement d'importer des plantes venues d'autres montagnes du monde, et quelques universitaires grenoblois, dont le plus célèbre ici, Jean-Paul Lachmann, hein, donc ça c'est fin du 19e, début du 20e, qui a eu cette idée de développer un jardin botanique au col, de façon à proposer une activité de découverte aux personnes qui venaient visiter ce col. Donc tout cela s'est développé non seulement au Lautaret, mais dans d'autres secteurs des Alpes, hein, mais c'est vraiment une histoire, on va dire, où le tourisme et la science des plantes, en l'occurrence, se sont entremêlés très très intimement. Alors cette science des plantes, elle a pris différentes facettes. Beaucoup d'études anatomiques et histologiques des plantes, donc ça c'est des planches histologiques de Jean-Paul Lachmann. Aussi des aspects un peu plus agronomiques, on essayait de cultiver, d'acclimater des variétés de céréales, de seigle, de blé, adaptées aux conditions d'altitude. Et puis un autre point très intéressant à droite, c'est les échanges. Ça, très très vite, les jardins botaniques ont travaillé en réseau, échangeant des graines pour enrichir les collections botaniques. Et donc, en fait, très vite, dès
dès le début de cette histoire, on a eu un point singulier, le Lautaret, mais qui était intégré dans des réseaux d'échanges et avec beaucoup de collaboration à travers l'Europe, notamment pour enrichir ses collections. Plus tard, et ça c'est en lien avec le développement de la science de la biologie végétale, beaucoup de travaux ont consisté à décrire la végétation localement, donc décrire des assemblages d'espèces. Et à gauche, vous avez la première page d'un travail réalisé par Theodor Lippma, qui était un Estonien de l'université de Tartu, qui est venu au Lautaret dans les années 30. Vous imaginez déjà voilà, les échanges à l'échelle européenne entre ce lieu et d'autres universités en Europe. Et donc, Theodor Lippma a cartographié la végétation autour du col du Lautaret. Il a été accueilli au col du Lautaret pour réaliser ses travaux et pour décrire des associations de plantes autour de ce col. Plus tard, vous avez d'autres cartes de végétation qui ont été produites dans les années 50 ici par des collègues de Marseille. Et donc voilà, on a un passage un peu de la botanique à ce qu'on appelle la géobotanique, c'est-à-dire les plantes dans leur milieu naturel, comment elles se distribuent, avec beaucoup de travaux de cartographie associés. Bon, je vais vite. Le Lautaret s'est beaucoup développé autour de la science des plantes, hein, je vous ai compris, et en particulier de la physiologie végétale, de compréhension des mécanismes très fins du fonctionnement des plantes en altitude, en particulier la photosynthèse, etc. Et c'est devenu voilà, un centre un peu de référence pour l'étude de ces plantes de haute montagne. Donc une science en haut lieu, pour ne pas dire un haut lieu de la science, et un haut lieu du tourisme, ça c'est très certainement. Alors il y a évidemment côté académique des noms qu'il faut citer. Il y a les directeurs du jardin botanique et de la station de recherche au Lautaret. Donc vous avez 4 noms en bas à droite qui ont été directeurs de cette structure et qui viennent tous d'un laboratoire de physiologie végétale. Vous voyez, c'est pour montrer l'empreinte, la marque très forte de la physiologie des plantes alpines dans cette infrastructure. Et puis en haut à droite, bien c'est un peu comment dirais-je, l'espèce de rêve de pouvoir étudier les plantes dans leur milieu. Je dirais que c'est la continuité entre la prairie et la paillasse, ou la paillasse et la prairie. Donc on a un laboratoire très équipé, avec beaucoup d'instruments compliqués, qui permettent d'étudier des choses très fines sur les plantes, quasi in natura. Et donc ça, c'est évidemment une spécificité du site. Bon, dans les années récentes, et notamment grâce au travail de ces directeurs, et en particulier Serge Aubert, qui a été vraiment un des ardents défenseurs du site et du lieu, les années récentes, elles sont marquées par une institutionnalisation avec l'intégration de cet observatoire dans un très grand nombre de projets d'infrastructures, enfin un très grand nombre, 3 en particulier, donc ANAE, ICOS et ELTER, donc qui a nécessité évidemment de compléter et d'élargir, et je vais en parler juste après, le spectre des disciplines couverts sur ce site. Ce qu'il faut voir aussi, c'est côté jardin, il y a le même essor, même institutionnalisation avec des labellisations de ce jardin botanique, voilà, comme on l'a finalement dans le monde académique. Et donc au final, on se retrouve avec un lieu, on va dire, investi par la science, presque, on va dire, inventé par les scientifiques en partie, avec des approches qui sont multiples. En bas à gauche, vous avez une illustration d'échantillonnage. Donc c'est un lieu où on vient échantillonner de la neige, du sol, des plantes, tout ce que vous voulez, pour faire des analyses au laboratoire, très souvent sur les campus, et pas seulement sur place. Après, vous avez un lieu qui est un lieu d'observation, qui fait de la mesure assez sophistiquée. Vous avez une tour à flux en haut là, à droite qui est illustrée, qui fait partie de l'infrastructure ICOS. Et puis vous avez aussi une dimension expérimentale avec une image en arrière-plan qui vous montre la transplantation d'alpages le long d'un gradient d'altitude afin de mimer les effets du changement climatique. Donc ça fait partie des opérations très médiatisées, pour le bien et pour le moins bien, de nos activités recherche au Lautaret. Je pourrais y revenir si vous voulez.
Donc pour conclure, je dirais que c'est un lieu qui a été co-construit par le tourisme et la science au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle. C'est un lieu qui juxtapose, je pense que c'est vraiment un point important, et peut-être que c'est de mon point de vue un des traits les plus intéressants des observatoires, c'est un lieu de juxtaposition au sens large. C'est-à-dire qu'on juxtapose des plantes qui viennent de continents différents. Un des slogans du jardin, c'est « à chaque pas un nouveau continent ». Donc on va des Andes au Caucase en 5 mètres. Donc on juxtapose des mondes différents, mais on juxtapose des savoirs aussi différents. Il y a des savoirs, on va dire, résidentiels et des savoirs cosmopolites qui se côtoient sur ce site. Il y a des gens qui viennent de quelque part et des gens qui viennent de nulle part, comme on dit aussi, qui se côtoient sur ce site, on pourra y revenir. Donc on juxtapose des savoirs, des mondes sociaux et aussi des visions du territoire. En fait, il y a eu, dans l'histoire du Lautaret, je n'ai pas le temps trop d'en parler, mais il y a eu beaucoup de conflits entre les collectivités locales et le monde académique qui vient de Grenoble. Grenoble, c'est un autre département, c'est une autre région. Le col du Lautaret est dans... On est tous des Dauphinois. Le col du Lautaret, il est dans les Hautes-Alpes. C'est une autre région désormais. Et donc tout cela a conduit à un certain nombre de tensions, notamment sur des visions du site, des visions qui n'étaient pas toujours partagées. Voilà. C'est un lieu de passage qui est devenu un lieu de séjour, de résidence. Le collègue Philippe Bourdeau dit qu'un col, c'est un lieu de divergence hydrologique. On essaye d'en faire un lieu de convergence idéologique. Et puis, c'est un lieu qui est singulier, comme je l'ai dit, mais qui s'est très très vite intégré dans des réseaux institués. Bon, deuxième temps, un lieu pour faire connaissance, déjà en rappelant que, selon nous, le projet n'est pas d'avoir un observatoire en montagne, mais un observatoire de montagne. Donc il ne s'est jamais agi d'installer des appareils de mesure qu'on pourrait installer également en plaine et qui nous donneraient d'autres valeurs de variables à 2000 mètres d'altitude. Comme par exemple, on pourrait l'imaginer pour un observatoire météorologique en haute altitude. C'est pas exactement ça, c'est pas ça, c'est vraiment l'idée plutôt d'étudier des processus, des phénomènes qui sont singuliers, qui sont spécifiques à la montagne et donc qu'on ne pourrait pas observer en plaine. Donc cette idée d'observatoire de montagne plutôt qu'en montagne. Évidemment, c'est toujours un peu les deux, mais je dirais que à travers les objets que l'on observe, les questions de recherche que l'on pose, eh bien, on est plutôt sur cette dimension observatoire de montagne. On a un certain nombre d'objets emblématiques, pour ne pas dire des socio-écosystèmes, qui sont les alpages, qui sont la haute montagne au sens glacier, système de très haute altitude périglaciaire, et puis on a l'eau, les lacs d'altitude et les rivières dans les têtes de bassin versant. Donc ça, c'est les trois objets, trois socio-écosystèmes sur lesquels on travaille le plus au Lautaret. Évidemment, je ne vais pas faire un panorama de toutes les actions qui ont trait à ces trois objets. Je voudrais prendre deux exemples pour vous montrer un peu les démarches. Le premier exemple, il traite de l'enneigement saisonnier, puis le deuxième exemple, du pastoralisme, des systèmes pastoraux en montagne. Alors, sur l'enneigement saisonnier, on a un collègue qui fait des prélèvements à 2500 mètres d'altitude au début de l'hiver, fin d'hiver, pour examiner les quantités d'azote dans la neige. Jean-Christophe Clément du Cartel. Le début de l'histoire, en fait, c'est un point d'entrée, hein, évidemment, ça ne serait pas le point d'entrée d'un collègue qui travaille à Météo France et qui a des stations niveuses qui mesurent la hauteur de la neige, etc. Donc, ça, c'est le point d'entrée de l'écolo intéressé par les plantes. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, c'était de comprendre la température qui était ressentie par les plantes alpines. Pas la température que les collègues de Météo France mesurent, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt pour comprendre la distribution des plantes, mais la température qui est réellement ressentie par le vivant, par les plantes. Les plantes alpines, elles sont des plantes pérennes, des plantes vivaces, d'accord ? Donc, elles survivent l'hiver grâce à leur système racinaire. Donc, tout se passe en fait dans le sol. Si on veut comprendre la vie intime d'une plante alpine, il faut comprendre ce qui se passe dans le sol. La partie visible
les petites fleurs, comme on me dit souvent, ah, tu vas étudier les petites fleurs. Les petites fleurs, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, d'accord, hein. Il faut comprendre la vie de ces organismes, il faut s'intéresser aux conditions physiques, chimiques du sol. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre les relations, enfin les conditions thermiques ressenties par les plantes. Donc ici, vous avez une chronique de température du sol à 3 profondeurs. On peut regarder juste le vert, c'est en subsurface à moins 5 cm. Pendant une dizaine d'années, dans une pelouse d'altitude à 2650 mètres exactement. Et il y a plusieurs choses remarquables. Je pourrais passer 1 heure à décrire les cours, mais je vais essayer d'être très très rapide. Plusieurs choses remarquables. Une part, c'est que les températures l'hiver sont quand même relativement clémentes. Vous imaginez bien qu'à 2600 mètres d'altitude, si on mesurait la température à 2 mètres au-dessus du sol, hein, au standard Météo France, on aurait des températures très très basses, hein, de l'ordre de moins 15, moins 20, etc. Donc là, ce n'est pas le cas. On a des températures qui sont plus clémentes, entre moins 5, moins 10 parfois, et puis souvent aussi à 0. D'accord ? Donc c'est très différent de ce que l'on peut mesurer dans un réseau de stations météo. Alors pourquoi il y a des hivers froids et des hivers non froids? Vous avez tous compris que la différence, c'est la neige, c'est l'enneigement. La neige saisonnière joue un rôle d'isolant thermique, si vous voulez, et quand il y a suffisamment de neige au-dessus de ces plantes, eh bien, leur température au niveau de la rhizosphère, elle est de 0, elle est constante tout l'hiver. D'accord ? Donc, ce sont des conditions relativement clémentes par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans l'air. Par contre, il y a une forte variabilité interannuelle. Vous voyez qu'il y a des hivers avec, des hivers sans, et donc ça, c'est quelque chose que l'on peut évidemment caractériser, quantifier. Et puis après, il y a la saison de croissance. En fait, c'est 2 saisons. Il y a une saison dormante, l'hiver, et puis une saison de croissance, l'été, où on accumule de la chaleur. Donc on peut caractériser tout ça alors, de manière très savante en faisant l'air sous la courbe de la saison de croissance, donc ce qu'on appelle les Growing Degree Days, hein, les GDD. Puis on peut faire la même chose l'hiver, les Freezing Degree Days, donc c'est l'intégrale sous la courbe donc pour la partie hivernale. Donc avec ces 2 métriques très simples, hein, on peut, j'allais dire, lire les paysages d'altitude. Et ce qu'il faut voir, c'est que, d'une certaine façon, il y a un dilemme pour ces plantes, c'est soit vous croissez dans des zones d'accumulation de neige. À ce moment-là, l'hiver, vous êtes tranquille, vous êtes au chaud. Enfin, au chaud, vous êtes à 0 degré. Par contre, l'effet collatéral, c'est que la saison de végétation va être très courte. Et donc, pour faire ce que vous avez à faire l'été, des feuilles, des fleurs, des fruits, vous avez très peu de temps. D'accord ? Et puis, l'alternative, c'est de se mettre dans des zones où il y a moins d'accumulation de neige. Donc, vous allez avoir une saison de végétation plus longue, avec plus de chaleur qui va arriver l'été, parce que ça s'est déneigé plus tôt. Par contre, l'hiver, vous risquez d'avoir un froid intense au niveau des racines. Voilà. Et donc, il y a des stratégies adaptatives, pour employer un gros mot, qui se sont développées et qui permettent finalement de lire différentes communautés végétales en fonction de la manière dont elles ont résolu ce dilemme, si vous voulez. Donc voilà, ce que je disais, c'est une lecture, on va dire, thermique ou pédoclimatique du monde, du monde des pelouses alpines en tout cas, avec 2 axes simplement. Donc c'est le monde réduit à 2 axes. Hein. Ce qui se passe pendant la saison, le réchauffement, les growing degree days, et puis ce qui se passe l'hiver, est-ce qu'on est gelé ou pas. Donc quand on place des capteurs de température dans différentes conditions, dans différents types de prairies, de landes, etc., eh bien on peut replacer chaque communauté, donc chaque assemblage, chaque cortège d'espèces de plantes dans cet espace qui discrimine relativement bien ces communautés. Donc par exemple, prenez le bleu, en haut à gauche, c'est les combes à neige, où ils ne gèlent jamais. Donc vous êtes toujours assuré de ne pas avoir une rhizosphère à moins 5, moins 10 degrés. Par contre, vous avez une saison de végétation qui est très courte. D'accord ? Voilà. Et puis on peut prendre d'autres exemples. Donc c'est vraiment à l'échelle du paysage, quand on essaye d'interpréter, donner une certaine intelligibilité à ce que l'on observe, à la distribution des plantes, eh bien c'est l'idée de recourir à ces niches thermiques ou pédoclimatiques, si vous voulez. Là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle, Jérôme ? Ah, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, enneigement et biodiversité. Alors, on est allé un petit peu plus loin et notamment essayer de comprendre comment ces variations d'enneigement
pouvaient retentir sur la distribution d'indicateurs de biodiversité. Alors la première chose qu'on peut vérifier à gauche, c'est que si l'on ne considérait que l'altitude, en fait, les contrastes entre ces différents points d'observation dans ces hauts bassins versants seraient très faibles. Les contrastes en termes de durée de saison de végétation. C'est la courbe que vous avez en haut avec les points noirs, là, d'accord ? Donc, si on ne prend pas en compte l'enneigement, l'enneigement saisonnier, eh bien finalement, les saisons de croissance, ce n'est pas forcément très très différent. Et ça, c'est des données de température qui viennent des modèles de Météo France. Par contre, si on prend en compte l'enneigement, à ce moment-là, on va considérablement augmenter la variance inter-site et on a une relation qui est beaucoup plus franche, beaucoup plus nette entre l'altitude et la longueur de la saison de végétation. Donc il est absolument indispensable, si on veut capturer cette variabilité spatiale des assemblages d'espèces, de prendre en compte l'enneigement. Ça, c'est la première chose. Et puis à droite, ce que vous voyez, c'est que finalement, cet enneigement différentiel, il a des conséquences sur la richesse en espèces. Quand vous avez des saisons de croissance très courtes, entre 1 mois, 2 mois, ça c'est les combats de neige, il y a très peu d'espèces. Ce sont des espèces hyper spécialisées qui peuvent se développer dans des conditions où la saison de végétation est très très courte. D'accord ? Donc on a un cortège d'espèces très réduit. Par contre, lorsqu'on va plutôt dans des systèmes à plus longue saison de croissance, et qui correspond aussi un petit peu à la transition entre l'étage alpin et l'étage subalpin, à ce moment-là, la diversité en espèces augmente. Alors, ça c'est aussi pour vous dire que globalement, en altitude, il y a toujours moins d'espèces qu'à plus basse altitude, à très haute altitude par rapport à plus basse altitude. Par contre, les espèces qu'on trouve à très haute altitude sont très spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ont des caractéristiques physiologiques, morphologiques, etc., qui sont vraiment très spécifiques. Et un exemple, c'est ces plantes de combat neige. Quand vous devez compléter un cycle de croissance en très peu de temps, en 1 mois, 2 mois, évidemment, il y a des stratégies d'acquisition de ressources, etc., qui sont très, très, très particulières. Et puis en bas, vous avez des indicateurs de diversité fonctionnelle, donc les formes de vie des plantes, la taille des feuilles, leur épaisseur, leur investissement en carbone par unité de surface, etc. Enfin, toutes sortes de métriques que l'on peut caractériser d'un point de vue fonctionnel, donc on appelle les traits fonctionnels des plantes, qui sont aussi très dépendants de l'enneigement. Donc l'enneigement, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est une clé de lecture absolument essentielle pour comprendre l'organisation des diversités, des biodiversités. Et c'est pour ça qu'au Lautaret, on s'est dit il y a nécessairement besoin de travailler de concert avec les gens qui sont spécialistes de la neige et qui font des modèles d'enneigement qui permettent de comprendre la variabilité interannuelle de l'enneigement, la variabilité spatiale de l'enneigement, etc. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à construire finalement une science, presque une éconivologie, si vous voulez, à l'interface entre les écologues et les spécialistes de la neige. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais simplement finir là sur cet exemple avec cette idée de regard croisé sur cet objet neige ou enneigement saisonnier. Donc il y a un premier couple là important, c'est le lien entre enneigement saisonnier et puis le climat du sol. Bon, j'ai parlé de la température, mais on pourrait parler aussi de l'humidité évidemment et aussi de l'aspect trophique, la quantité d'azote notamment dans les sols. Donc ça c'est vraiment ce couplage qui est au cœur de nos préoccupations, avec ensuite de manière plus disciplinaire des liens qu'on peut faire soit avec les flux et les transferts de matière. Donc ça c'est nos collègues plutôt côté hydro qui vont essayer de comprendre quel est l'impact d'un manteau neigeux saisonnier sur les chemins de l'eau, sur les bilans hydriques à l'échelle des bassins versants. Comment ce manteau neigeux saisonnier il a un effet sur les cycles biogéochimiques, le cycle biogéochimique de l'azote, du carbone à l'échelle des bassins versants, comment il impacte le transfert des polluants dans les hauts bassins versants, enfin tout un ensemble de questions qui sont spécifiques à ces disciplines et qui ont trait donc au flux et au transfert. Et puis nous côté vivant, donc ce que je dis là sur la répartition des plantes, sur les cycles de croissance des plantes, sur la productivité des systèmes. J'en reparlais tout à l'heure quand je parlais de production de ressources fourragères. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est le couplage entre les deux, à la fois enneigement saisonnier et pédoclimat, j'en ai parlé, mais quand on regarde les deux boîtes à droite, c'est le couplage entre cette science des flux et des transferts avec la science du vivant. Voilà. Les actions, les rétroactions entre ces deux compartiments.
À droite, vous avez tous les enjeux sociétaux, comme on dit, qui sont liés à ces recherches et qui sont très nombreux. Je vais prendre pour exemple l'hydroélectricité. Vous savez qu'on a cette année en particulier, et d'actualité, on a un gros problème de remplissage des barrages. Le barrage de Serponçon qui est dans la vallée de la Durance est au plus bas. Les agriculteurs de l'Accro qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas irriguer suffisamment leurs prairies avec leur foin AOC qu'ils vont vendre au Qatar pour les chevaux de course. Et puis les touristes qui veulent faire des activités nautiques sur le lac ou dans la vallée de la Durance qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Donc il y a vraiment des conflits très très forts, particulièrement cette année, d'usage autour de l'eau dans ces bassins versants. Et donc EDF et d'autres acteurs évidemment très très intéressés pour comprendre comment un enneigement plus ou moins fort va contribuer à remplir plus ou moins les barrages. L'irrigation, j'en ai parlé, le tourisme, j'en ai parlé. Bon, les ressources fourragères, parce qu'il y a un lien aussi très fort entre la neige et puis la productivité des alpages. Je vais en parler juste un peu après. À gauche, j'ai mis d'autres aspects qui tournent plus autour de rétroaction entre l'enneigement et le forçage climatique à travers l'albédo. C'est quelque chose qu'on étudie beaucoup au Lautaret. Comment cet albédo peut varier en fonction de différents facteurs. Bon, on connaît les épisodes de poussière saharienne, notamment cet hiver, il y a eu beaucoup d'épisodes où en fait on avait des neiges qui étaient rouges parce qu'elles étaient recouvertes de poussière. Mais aussi on a des collègues qui s'intéressent au bloom d'algues dans la neige. La neige, le manteau neigeux, c'est aussi un écosystème à part. Il y a du vivant dans la neige, donc, et en particulier des algues. Qui modifient l'albédo et qui donc, vont modifier les propriétés radiatives du manteau neigeux avec des rétroactions possibles sur le climat, etc. Donc il y a tout un ensemble de petites énigmes, entre guillemets, à résoudre autour de cette boucle de rétroaction. Et puis la même chose autour du sol. On s'intéresse beaucoup aux dynamiques des matières organiques dans les sols de montagne, qui sont réputés pour être des sols riches en matières organiques. Et le lien évident. Le lien à approfondir entre les conditions pédoclimatiques et donc l'enneigement saisonnier et le stockage de carbone, la séquestration du carbone dans les sols et évidemment aussi l'impact de la végétation sur ces processus. Voilà, on est typiquement dans ces regards croisés sur un même objet qui, évidemment, au carrefour de plusieurs disciplines. Le système pastoral comme deuxième exemple. Le pastoralisme dans cette zone du Dauphiné, c'est une activité ancestrale, puisque en fait, j'ai pas mis de carte, mais si on regardait à l'échelle de toutes les Alpes françaises, c'est vraiment un secteur où l'extension du domaine pastoral des prairies d'altitude au-dessus de la limite supérieure des forêts est très très impressionnant. C'est aussi lié au fait qu'il y a eu beaucoup d'essartage. On a beaucoup coupé des forêts depuis des siècles pour étendre l'espace pastoral. Donc en fait, il y a aussi une conjonction entre accessibilité de la haute montagne à travers ces cols et développement de l'économie pastorale. En particulier les grands troupeaux transhumants dont vous avez une représentation ici sur une carte postale ancienne. J'aime bien introduire ces questions autour du pastoralisme à partir de paradoxes qui sont un peu apparents pour certains, mais enfin qui permettent de poser un peu les choses. En fait, le pastoralisme en montagne est toujours décrit comme une activité en crise. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de demandes d'estive, de location d'estive. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Cette demande d'estive, elle est soit maintenue, soit elle s'accroît. Et le nombre de moutons, il est soit maintenu, et soit il s'accroît dans les Alpes, au cours des dernières décennies. Le deuxième paradoxe, c'est que le pastoralisme, on vous dit toujours, quand vous interrogez la profession, quand vous interrogez les décideurs, l'argument qui vous sort toujours, c'est le pastoralisme garant des milieux ouverts. Si on arrête le pastoralisme, on aura de la forêt partout, et ça va être terrible, les paysages seront complètement reconfigurés, donc c'est la catastrophe. Or, ce que l'on observe depuis 40 ans, et en fait même depuis plus de décennies que ça, c'est que le milieu il se referme, très vite. Donc, on l'a beaucoup documenté, on en a parlé à la première école d'été l'an passé, c'est ce qu'on appelle le verdissement des Alpes. En fait, dans l'espace pastoral alpin, que ce soit en France, mais en Autriche, en Italie, on a une dynamique des arbustes, des arbres qui est spectaculaire. Bien que
l'activité pastorale soit maintenue, voire s'accroisse. Et puis ce qu'on nous dit aussi toujours, c'est qu'il y a une vulnérabilité particulière de cette profession aujourd'hui, alors en particulier le retour du loup, la nouvelle politique agricole commune, etc., etc. Alors qu'en fait, si on regarde sur un temps plus long, c'est une profession qui a finalement toujours su s'adapter et on a toujours, depuis des siècles, maintenu une activité pastorale malgré toutes les vicissitudes de la vie, qu'elle soit moderne ou moins. Bon, voilà, ça c'est juste pour vous illustrer cette idée de fermeture des milieux. Donc ça, c'est des images satellites que l'on analyse sur plusieurs décennies et on arrive à inférer la quantité le degré de colonisation par les arbustes, par les arbres, notamment les mélèzes dans les Alpes du Sud. C'est une espèce qui s'implante très facilement dans les alpages. Et qui contribue beaucoup à cette fermeture des milieux. À gauche, vous avez par unité pastorale, hein, donc c'est vraiment l'unité gérée par l'estive, si vous voulez, sur des systèmes ovins, d'accord, donc essentiellement dans les Alpes du Sud. On voit qu'en fait toutes les Alpes du Sud connaissent une dynamique de fermeture des milieux très très rapide. Les moutons n'ont probablement jamais mangé les arbres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mode d'entretien de l'estive qui a disparu, qui était le dessouchage des arbustes, la coupe des arbres pour le bois de chauffage, pour la construction, etc. Toutes sortes d'activités qui demandaient énormément de temps en alpage, qui étaient souvent d'ailleurs confiées à des enfants. Hein. On leur disait, voilà, dès le mois de juin, tu vas me couper un genévrier là-haut parce que voilà, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Tout ça, ça a disparu. L'éleveur transhumant, je caricature, hein, mais l'éleveur transhumant qui vient de l'accro et son berger qui est salarié, il ne veut pas s'embêter avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer les primes au titre du premier pilier de la PAC, et ça suffit. Donc c'est un défi d'une gestion durable dans ces conditions, hein, d'une gestion durable de la ressource fourragère. Donc dans un contexte qui est marqué par beaucoup de mutations, on va dire, donc effectivement les politiques agricoles communes qui changent, hein, avec des incitations, des mécanismes d'aide, etc., qui varient d'un exercice PAC à un autre. Ce qui anime beaucoup, évidemment, la profession et qui crée beaucoup de tensions dans tout ce qu'on essaye de faire autour du pastoralisme, c'est le retour du loup. Les nouvelles pratiques touristiques également, la manière de pratiquer la montagne, aller faire du trail à 6 heures du matin dans un alpage, c'est toutes les chances d'être... vous augmentez la probabilité d'être mordu par un chien de protection. Et puis des enjeux qui sont liés à la préservation des biodiversités, notamment dans les espaces protégés, mais il faut protéger les populations de tétras, il faut protéger les populations de bouquetins, de chamois, il faut faire attention aux zones humides parce qu'il y a une petite plante qui pousse, etc. etc. Donc la vision de l'agriculteur, c'est de dire on m'a mis énormément de contraintes et je ne suis plus libre de faire ce que je veux en alpage, en estive, du fait de toutes ces contraintes. Donc tout ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre voilà, ce lien entre la conduite du troupeau en estive, qui est le fait du berger, hein, qui est salarié de l'éleveur, et puis la végétation d'alpage. Il y a 3 actions principales qu'il faut bien arriver à caractériser. C'est l'effet de la dent, bon, ça c'est la consommation, bon, ça c'est classique. L'effet du pied, hein, le piétinement, et le fait que quand les brebis elles dévalent les pentes, non, c'est pas anodin pour les plantes. Et puis l'effet des couchades, des déjections. Donc il y aura plein d'histoires à raconter, mais qui dit loup dit parcage serré la nuit, qui dit parcage serré la nuit dit concentration des déjections et donc disparition d'une flore particulière au niveau des couchades. Voilà. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait raconter. En tout cas, nous, ce que l'on essaye de faire très rapidement, c'est d'arriver à mieux quantifier ces effets par la dent, le pied, les déjections. Le pied, c'est toujours, la dent, c'est parfois. Hein, les déjections, c'est aussi plutôt toujours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un petit peu le parallèle avec ce que j'ai dit pour les plantes alpines, c'est décentrer le point de vue
et de regarder finalement l'espace pastoral du point de vue de la brebis, quoi, si j'ose dire. Et donc on est engagé maintenant dans une activité de biologuing, pour employer le mot savant. Donc on a des colliers GPS sur plusieurs brebis par troupeau et dans plusieurs troupeaux. Et donc à partir des mesures de localisation toutes les 2 minutes des brebis, alors on a 6-7 brebis sur 1300, un troupeau de 1300 ça suffit parce qu'elles sont très grégaires comme vous savez, donc ça nous simplifie la vie quand même. Donc on a une analyse des trajectoires de ces brebis et donc on a en fait des cartes. Je pense que c'est intéressant par rapport à des discussions qu'on a eues avec Jérôme sur la manière de représenter la zone critique. Voilà la carte de la trajectoire d'une brebis en alpage avec différents états. Donc bon, il y a 2 stades mais on pourrait faire plus, d'état au repos, d'état en déplacement. Donc on peut à partir de là inférer où elle a mangé, combien de jours par an, etc. Donc c'est une carte de trajectoire. On en infère des cartes d'effet, à la fois de pied, dents, d'éjection. Et puis après, nous on croise avec de l'imagerie satellite, avec des cartes d'habitat, etc. Donc il y a tout un ensemble de travaux, de recherches qui s'attachent à comprendre les liens entre ces effets du troupeau sur la végétation et puis la réponse du système pastoral. Bon, je vais pas trop détailler parce que sinon là je vais vraiment déborder. Juste pour finir, dire que on a de nouveau un système, un socio-écosystème, le système pastoral qui nécessite des regards croisés. Donc j'ai beaucoup parlé de ce qu'il y avait à droite, c'est-à-dire l'alpage vu comme un espace de production. Enfin c'est la vision du berger, hein, l'alpage c'est un espace de production. Côté espace protégé, parcs nationaux, régionaux, l'alpage c'est un espace de vie des plantes, des animaux, une biodiversité remarquable, patrimoniale souvent. Et puis on a un nouvel espace qui est advenu avec le loup, c'est l'espace du risque. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans les alpages où on sait qu'on ne va plus pouvoir sereinement faire pâturer parce que le risque de prédation est trop élevé. Donc il y a différents espaces qui se conjuguent, qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, et c'est vraiment ça donne une richesse d'analyse en fait à tout ça qui, à mon avis, mérite d'être souligné. Après, toute la partie gauche, c'est un travail qui est plus pris en charge par des collègues des sciences sociales qui ne sont pas forcément au Lotaret, qui sont aussi sur d'autres sites, qui essaient de comprendre plus à l'échelle de l'exploitation. Parce que le troupeau en estive, c'est une partie de l'année, évidemment, et toute l'autre partie de l'année, c'est le troupeau, il est dans l'exploitation, et donc avec toutes les contraintes qui pèsent sur l'exploitation, à la fois en termes de marché, de lien avec les politiques agricoles communes, de lien avec le foncier, l'accès à la terre, etc., les mesures de protection contre le loup. Donc c'est tout un ensemble de relations qui mettent en jeu différents mondes sociaux et que l'on étudie également dans le cadre de ces travaux. Voilà, donc pour conclure cette deuxième partie, donc je dirais d'une part que ce qui a toujours prévalu dans ce que l'on a fait au Lotaret, c'est les questions de recherche. Donc, la primauté aux questions de recherche. Et il en est découlé des programmes d'observation, de métrologie particuliers, mais au départ, c'était vraiment... Et c'est toujours les questions de recherche, et si possible sur des recherches qui appellent à des regards croisés. Après, voilà, il y a cette quête je ne sais pas comment l'appeler autrement, la quête d'une approche systémique, et donc que l'on résume toujours assez facilement avec des boîtes et des flèches, quoi. Et donc derrière ces boîtes, derrière ces flèches, il y a plein de petites énigmes à résoudre, et par plein de gens différents, et il y a des collègues qui peuvent passer leur carrière à élucider la flèche qui va d'une boîte à l'autre. D'accord ? Bon. Et donc nous, l'idée, c'est quand même d'arriver progressivement à développer cette vision beaucoup plus intégrée de ces défis de connaissance. Et puis l'autre point également, je pense que ça fait très en résonance avec la science de la zone critique. Je vais quand même prononcer une fois ce terme. Ça y est, c'est fait. C'est de démultiplier les points de vue. Voilà. Donc de se mettre à la place d'eux et de. Alors ça passe par la médiation du capteur, etc. Mais de rendre intelligibles les différents niveaux d'organisation de ces systèmes par la démultiplication des points de vue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre, notamment avec des programmes comme Terraforma, etc. Voilà, dernier point.
sur un terrain que je connais moins, mais je vais faire cette présentation avec d'autant plus de fébrilité que Bruno est parmi nous. Donc un lieu autre. Donc l'idée de voir un petit peu quelles sont pour finir les caractéristiques spécifiques de ces observatoires. Alors là, c'est deux images qui vous montrent un petit peu voilà, une représentation de la montagne. J'ai pas mis les références, il faudra que je les ajoute. Au Moyen-Âge, où vraiment la montagne c'était un objet très lointain, inhospitalier, dangereux, qu'on regardait de très très loin. Et puis avec la période romantique, le 19e siècle, etc., c'est la montagne, c'était l'expérience de l'altérité. Hein. Donc je vais en montagne, je vais découvrir un autre, je vais m'immerger dans un autre monde, et ça devient un point d'observation en tant que tel. Donc avec une peinture célèbre de Caspar Friedrich. Donc la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est observer ce qu'on ne pourrait pas observer ailleurs. Donc ça, c'est le premier trait, je dirais, des observatoires. Et en fait, pour ce qui concerne les observatoires de montagne, ça a souvent été, on va dire, la caractéristique très, très forte pour l'observation du ciel. D'accord ? On allait en montagne parce qu'on découvrait des étoiles, des galaxies qu'on ne pouvait pas observer en pleine du fait de la couche d'atmosphère qui rendait ces observations impossibles. Et donc, cette idée, je trouve, c'est une espèce d'allégorie. Voilà, on va chercher en montagne des choses qu'on ne peut pas, enfin, on va observer en montagne des choses qu'on ne peut pas observer ailleurs, du fait des caractéristiques singulières du lieu, quoi. La deuxième chose, c'est que la montagne, alors ça c'est très très ancien aussi, c'est l'observatoire comme un modèle réduit du monde. Et alors pour nous, c'est très facile d'illustrer ça parce que on peut se mettre sur les épaules de grands précurseurs comme Humboldt par exemple, qui a très très tôt montré que l'altitude et la latitude en termes thermiques, il y avait une relation très forte. C'est-à-dire que quand on monte en altitude, c'est comme si on montait en latitude, d'accord ? Et les variations thermiques sur des distances courtes, c'est la montagne. Les variations thermiques sur des distances beaucoup plus longues, c'est quand on fait un voyage le long d'un méridien, d'accord ? Donc j'ai pas retrouvé le petit schéma. Alors ça c'est à gauche, c'était un schéma qui est inspiré de ce qu'a fait Humboldt, mais dans ses carnets il y avait un petit schéma beaucoup plus comment dirais-je spontané j'avais vu à Berlin à son exposition, j'ai pas réussi à retrouver. Donc tout ça se joue également sur des gradients ou des distances très très courtes. Par exemple, ici à droite, vous avez les oppositions entre un adré et un nubac, une petite combe, une petite crête. On va avoir des oppositions thermiques très très fortes que l'on pourrait retrouver sur des gradients d'altitude. Donc à différentes échelles, comme un peu des poupées russes, si vous voulez, on arrive à trouver des contrastes de milieux, enfin de variables physiques, la température, qui sont absolument incroyables dans ces systèmes de montagne. Et puis là, je me suis permis de faire une citation d'un livre que je vous recommande de lire. Hein, c'est le livre d'Élisée Reclus, Histoire d'une montagne. Le piéton qui, dans l'espace de quelques heures, s'élève de la base du mont au rocher de la cime, fait en réalité, et là je mets en gras, un voyage plus grand, plus fécond en contraste que s'il mettait des années à faire le tour du monde. Voilà. C'est vraiment cette idée de la montagne modèle réduit, la montagne microcosme, et donc un objet particulièrement alléchant pour l'étude, hein, si vous voulez, pour la connaissance. Et puis évidemment, avec tout ça, à tout cela se superpose l'idée de changement, de dynamique de ces systèmes que l'on a souvent tendance à considérer comme très rapides en montagne. Bon, ça pourrait être débattu. Ces deux images pour vous montrer que ces changements, ils sont des changements globaux, ils touchent à la fois aux activités humaines et au climat. Au fond, vous avez un glacier qui a reculé sur 80-90 ans. Et puis au premier plan, vous avez des systèmes d'alpage qui ont été colonisés par des arbustes. Donc, en fait, les facteurs de changement du glacier et de ces pentes du bac ne sont pas du tout les mêmes. Je ne vais pas insister là-dessus. Après, je voudrais également souligner que c'est un lieu d'appropriation, ces observatoires. Alors, appropriation au sens appropriation de l'espace, mais c'est aussi appropriation en termes, je dirais, de désir de donner du sens à une petite parcelle du monde, quoi. Le désir de
de rendre intelligible une petite parcelle du monde. Voilà. Mais l'appropriation, elle est aussi une appropriation physique. C'est-à-dire que pour moi, un observatoire, c'est aussi un exercice de ce que j'ai appelé de bornage et d'arpentage. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait des mesures, on prend des points cotés, on met des petits piquets, on fait des lignes de lecture, etc. Donc on arpente, on borne tout ça. Et ça, c'est dans l'activité concrète, je trouve que c'est très très remarquable. Donc c'est une façon de s'approprier ce territoire. Et puis évidemment, quand on dessine les contours d'un observatoire, on dessine un dedans et un dehors. Et ça, vous imaginez bien que c'est l'enjeu de discussion, de délibération, de conflit souvent, à l'intérieur de la zone académique, mais dans le monde académique, mais pas seulement. Donc on définit un dedans, un dehors, et puis après des zones tampons, on essaye de garder un peu en réserve au cas où il y ait plus de financement, etc. Mais voilà, un observatoire, c'est une délimitation de l'espace. Alors là, dans le cas du Lautaret, pour montrer que c'est un système emboîté, c'est qu'on a un très grand site qu'on appelle une plateforme, qui correspond à un grand pays, le pays de l'Oisan, le pays de la Meije, avec des questionnements spécifiques à cette échelle. Et puis à l'intérieur de cette grande plateforme, on a le site instrumenté Lautaret-Galibier, où là, c'est vraiment la débauche de capteurs, la nature sur surveillance, etc., avec des petits bassins versants hyper instrumentés. Donc voilà, ce qui nous met sur la trajectoire de l'oscarisation. Ça, c'était un petit message subliminal. Autre point, j'en ai bientôt terminé, c'est un lieu où... alors moi, ça fait 25 ans que je fréquente le Lautaret. J'ai fait ma thèse au Lautaret. Vous m'avez peut-être reconnu sur une des photos tout à l'heure. C'est un lieu où la connaissance savante et l'expérience sensible se conjuguent. Et derrière chacune de ces images, je pourrais raconter une histoire, mais je vais être rapide. À gauche, vous avez des prélèvements de sol, j'en ai parlé, sous le manteau neigeux en hiver. Donc il y a l'idée d'une espèce d'aventure scientifique quand on fait ça. Donc il crée des liens très particuliers entre les gens qui participent, évidemment. Et puis il y a aussi l'idée que, finalement, entre le voyage d'agrément et puis le voyage scientifique, les passerelles sont nombreuses, les circulations sont nombreuses. On va en montagne, en hiver, parfois en raquette, en ski de randonnée, faire des prélèvements. Voilà, on mélange un peu l'aspect ludique et l'aspect professionnel. Et donc ça a toujours été un peu le cas, finalement, au Lautaret, avec des effets positifs ou négatifs. Bon. À côté, vous avez une image qui, pour moi aussi, est assez saisissante. C'est voilà, un jeune thésard, ingénieur IPEV, qui sort de Polytechnique et qui coopère avec une jeune femme qui est en charge de la conduite du troupeau sur l'alpage de l'Anchatra, dans les écrins, donc sur la plateforme Lautaret, pour mettre ces fameux colliers GPS sur le cou des brebis, pour suivre, etc. Donc évidemment, les visions du monde, les représentations du monde entre ces deux personnes sont très différentes. Et pour autant, il y a un espace de coopération. Alors, certes, fugace, mais malgré tout, il y a quelque chose qui se noue, qui se crée, l'espace d'un moment, où finalement, voilà, malgré ces visions et ces finalités différentes, on arrive à trouver un terrain d'entente et de coopération, et chacun prend du temps pour se décentre un peu, fait un pas de côté pour aller vers l'autre. Et ça, je pense il y a plein d'exemples dans ce qu'on fait au Lautaret qui relèvent de ce type de rencontre. L'image suivante, c'est pour illustrer aussi le fait que ce sont des lieux de formation. Donc là, c'est avec deux étudiantes en fait qui, à l'époque, faisaient des observations sur des plantes en coussin, etc. Bon, bref. Mais je me suis souvent rendu compte que quand je discute avec des étudiants après, ils ont toujours été marqués par leur expérience au Lautaret. C'est-à-dire, ah oui, on y a participé. Ah oui, je me souviens, on avait fait ci, cela. Et donc, il y a comme une espèce de, presque un rite de passage, quoi. On en a fait partie, on en a été de cette aventure-là. Et aussi, ce que je note, c'est que souvent, ce que nous renvoie comme image des étudiants qui ont participé à ça, c'est ce qu'ils ont appris de nous, les enseignants. Mais pas en termes de connaissances, mais en termes de façon d'être. Et c'est là où je me dis que c'est vraiment les moments où on enseigne non pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est. Voilà. Quand on est dans ces situations avec les étudiants, je pense que ça, c'est beaucoup plus prégnant que dans un cours d'amphi, etc. Donc d'enseigner vraiment ce que l'on est, parce qu'on partage des moments qui sont évidemment des moments extra-professionnels. Et puis la dernière image à droite, c'est pour vous montrer cette
pour illustrer cette co-construction entre chercheurs et puis habitants, parce qu'en fait là c'était un travail mené par Sandra Lavorel sur des jeux sérieux, la participation des éleveurs de Villard-d'Arène à leur vision du territoire, comment ils voient leur territoire en fonction de différentes contraintes. Et donc ça a été fait là, sur la base d'un jeu, un serious game, comme on dit. Et c'est encore une fois des moments assez uniques, je trouve, où voilà, on met en parallèle, où on juxtapose, ou éventuellement on entremêle des connaissances, voilà, des connaissances résidentielles, comme on dit, ou très locales, avec des connaissances plus cosmopolites, on va dire. Et puis terminer pour dire évidemment que c'est un lieu de convivialité, avec beaucoup d'occasions de faire la fête, de refaire un peu le monde aussi. C'est quelque chose qui marque, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de réunions pendant lesquelles finalement on est allé sur des sujets où on s'affranchissait un peu du système, hein. On revient à cette idée de zone de Farenchin et d'Escarton, donc des communautés qui sont un peu affranchies du système. Je trouve que ça, c'est aussi une permanence. Ce qui ne nous empêche pas de provoquer des rencontres au sommet. C'est aussi un autre aspect que je voulais mentionner, c'est qu'il y a une espèce de magie du lieu qui opère. Et donc, c'est vrai que quand on est face aux écrins, face à la Meije, il y a des codes qui changent, et puis on arrive à discuter. Alors là, ici, avec un secrétaire d'État, Thierry Mandon, et Joël Giraud, qui est le député maire de Briançon, qui était candidat à la présidence de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et puis notre collègue Richard Bonnet, qui est à gauche, qui est le chef du service scientifique des écrins. Mais voilà, c'est des moments assez rares où finalement on arrive à côtoyer des sommités au sommet, avec un protocole allégé, et il y a la magie du lieu qui opère. Et il y a souvent eu des décisions qui ont été prises comme ça, dans cette magie de l'instant, parce que on est dans un lieu unique, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est un lieu, alors lieu autre, c'est un lieu d'appropriation, de créativité, un lieu de coopération, alors parfois de conciliation, mais malgré, voilà, il y a souvent des visions un peu différentes du monde, donc c'est en tout cas toujours un lieu de délibération, un lieu d'émancipation. Je pense que pour beaucoup d'étudiants, ça a été le cas. Et puis un lieu, non seulement que l'on dévoile, parce qu'on fait en sorte que l'invisible se manifeste avec tous nos capteurs, etc., mais c'est un lieu où l'on se dévoile, et je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus important de mon point de vue. Voilà, dernière diapo. À débattre, mais selon moi, ces observatoires sont des exemples de ce qu'on pourrait appeler des objets frontières, hein, au sens de STAR. C'est-à-dire, c'est une organisation où on s'arrange pour travailler ensemble, d'accord ? Donc il y a des arrangements pour travailler ensemble, pour coopérer, même si les visions sont différentes, encore une fois. Et donc il y a tout un ensemble de règles, de subterfuges, d'artifices pour faire en sorte que cette coopération, elle se maintienne dans le temps. Voilà. Et c'est pas forcément gagné au départ. Mais donc c'est en ce sens-là que je trouve que c'est un bel exemple d'infrastructure frontière ou d'objet frontière. Et puis alors le lieu autre, évidemment, peut-être que certains d'entre vous ont vu la référence à Foucault, donc l'hétérotopie, hein, au sens où c'est une espèce de contre-lieu, un lieu où l'on s'émancipe, où on s'affranchit des règles. Alors ça, c'est à débattre, donc peut-être qu'on en débattra cette semaine, mais selon moi, il y a peut-être quelque chose à... Bon, j'ai eu quelques lectures à ce propos, mais je pense qu'il y a quelque chose à vraiment approfondir autour de l'observatoire comme hétérotopie, on va dire, épistémique, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est le caractère à la fois central et périphérique du lieu. C'est-à-dire, bon, je vous ai présenté souvent comme un endroit un peu aux confins, aux marges, donc périphérique, c'est le labo hors les murs qu'on va visiter 2-3 semaines par an. Mais finalement, on s'aperçoit que dans pas mal de projets, et peut-être que ça va être de plus en plus ça, il devient central. À la fois parce que c'est là où des idées nouvelles peuvent émerger, et puis parce qu'il est une espèce de tour de contrôle de ce qui va se passer sur un ensemble d'activités scientifiques, d'activités d'observation, etc. Donc ça, il y a une espèce de jeu entre central et périphérique qui, à mon avis, aussi mériterait d'être approfondi. Et puis, l'autre, et j'en termine là, c'est un lieu qui est à la fois insituable,
Et c'est vrai que dans l'histoire du Lautaret, on a souvent eu à batailler pour montrer que c'était important de maintenir la présence de l'université là-haut, de favoriser, de faciliter l'accès à des chercheurs là-haut, même si ça rentrait pas, on était UMRisé en 2005, donc c'est assez récent à l'échelle de l'histoire du Lautaret. Et donc c'était, comme avant la reconnaissance institutionnelle, compliqué de montrer l'intérêt de maintenir cette structure, parce que voilà, on ne savait pas trop ce qui s'y faisait. Voilà. Et à la fois instituable, c'est-à-dire que de plus en plus maintenant il est un réseau, enfin un site institutionnalisé avec des reconnaissances, des labels, etc. Et d'une certaine façon, pour moi le risque, j'en terminerai avec ça, le risque c'est que cette institutionnalisation, elle nous écarte un petit peu de l'aspect, on va dire, espace de contestation, de rébellion, de zone franche de la pensée, on va dire. Mais donc il faudra toujours maintenir dans les interstices, je dirais, un travail un peu plus, on va dire, orthogonal par rapport à ce qui nous est demandé de faire, parce que derrière chaque infrastructure, il y a des demandes spécifiques, et je pense qu'il faut garder quand même cette vision un peu orthogonale aussi, quoi, et de garder ces interstices. Voilà. J'en ai fini, je vous remercie.